Alors je vous propose qu'on commence par établir un petit peu notre motivation pour cette session de ce soir. Je vous invite à prendre une position confortable, position de méditation, que vous soyez assis sur un coussin, même allongé dans votre lit, peu importe, sur une chaise, et prenez simplement, autant que possible, avec votre corps, une position qui vous inspire à la fois de la détente et également une forme de tonicité. Et pour ceux qui suivent de temps en temps des enseignements bouddhistes, vous savez sans doute qu'on commence très souvent avec ce qu'on appelle la prise de refuge et la génération autant que possible de la bodhicitta. Nous, on va le faire sans suivre un texte, on va essayer seulement de se focaliser sur le sens vraiment. Si vous êtes ici ce soir, c'est peut-être parce qu'il y a des choses à améliorer dans l'existence. Et une des conditions à la prise de refuge, c'est déjà la connaissance d'un certain danger. Et ce danger il peut s'exprimer dans l'inverse de shamatha, de shiné, qui est le danger de la distraction, le danger de ne pas contrôler son esprit, le danger du stress, de l'angoisse, le danger du mal-être, de la peine, de la tristesse, de la souffrance physique. Et c'est avec cette conviction que peut-être cette technique de shamatha peut nous protéger, qu'on va essayer de générer ce souhait d'aller vers un refuge. Et ce refuge, on peut le voir de manière extérieure et on peut le voir de manière intérieure. La manière de le voir intérieurement, c'est de se diriger simplement vers l'accomplissement de notre potentiel, parce qu'en accomplissant notre potentiel, on va se protéger de la souffrance. C'est la proposition bouddhiste. Donc je vous laisse quelques instants pour développer dans votre esprit cette aspiration. Puissais-je développer toutes mes qualités et particulièrement la connaissance directe de la réalité comme elle est. Ça, c'est vraiment le refuge. C'est ce qui vient déconstruire le système de la souffrance, le grand bug du samsara. Voilà une destination sûre. Et pour m'y conduire, alors il est certain que la pratique de shamatha est requise. Puissais-je aller vers cet accomplissement de toutes mes qualités. Et pour m'aider, je peux avoir besoin d'assistance à travers l'équivalent d'un médecin, qui serait l'enseignant, qui serait le Bouddha, m'assister du médicament, qui serait le Dharma, qui serait les enseignements, et m'assister d'infirmiers, d'infirmières, qui serait le Sangha, qui serait la communauté. Et je prends également refuge dans ces trois joyaux, rares et sublimes, pour m'assister à parfaire mon potentiel. Et je le fais avec ce souhait le plus altruiste possible, que ça me soit bénéfique, certes, mais je le fais également pour les autres. Puisse par la pratique de ce soir, par la mise en œuvre des trois sagesses de l'écoute, de la réflexion et de la méditation, puissais-je atteindre le calme mental, entrer sur la voie
et atteindre l'éveil complet afin d'être bénéfique à tous les êtres. Voilà ma contribution à la paix dans le monde. Et on va pouvoir doucement glisser vers l'introduction à Shamatha, Shiné. Alors on va avoir 6 sessions. 6 sessions pour essayer de vous présenter et de vous enthousiasmer à cette pratique importante. 3 sessions un peu plus théoriques et 3 sessions un peu plus pratiques que conduira Vénérable Dechen. Et on peut essayer de voir ces 6 sessions comme un tout. Je vous encourage à faire preuve de patience, parce que c'est peut-être pas dans cette première session que vous allez sentir les bienfaits. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience, parce que vous allez le voir, et particulièrement dans cette première session, on ne va pas tout de suite plonger dans la méditation, ce qui va pouvoir être peut-être un peu frustrant, mais quand je conduis des retraites, je n'introduis pas la méditation les premiers jours, et je sens que les gens sont un petit peu frustrés, mais je pense qu'il y a une bonne frustration aussi, parce que c'est dans la frustration aussi qu'on produit l'effort joyeux. À l'inverse de trop en faire, de trop méditer, et très rapidement on se dégoûte. Donc si vous avez un petit peu de frustration, prenez-le de manière positive. Voyez ça comme le fait d'ériger en vous une forme d'attente bénéfique. Donc pour introduire cette pratique de Shiné, de Shamatha, on va déjà expliquer le sens de ce mot, Shamatha en sanskrit, Shiné en tibétain, qui veut dire demeurer, ta, shama dans le calme. Demeurer calme, je pense que c'est une traduction qui serait la plus littérale qui soit, shiné, demeurer calme. On parle souvent du calme mental et c'est un petit peu la manière dont on la traduit, cette pratique. Mais au-delà du mental, shamatha, c'est également le calme du corps. C'est le corps et l'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'apprendre la méditation, tout simplement. Sans un certain degré de concentration, la méditation n'existe pas. Et ce mot, méditation, il est lui-même la traduction de Gom en tibétain. Et ce n'est pas une super traduction, mais on n'a rien trouvé d'autre et on s'en remet à l'entendement commun, on suit la vague en fait, et c'est un petit peu comme la pleine conscience, qui n'est pas un mot idéal, mais qui est parfois la traduction de ce qui serait en sanskrit sati ou en pali sati et en sanskrit samarthi. Donc ce n'est pas des mots extraordinaires, mais faute de mieux, pour l'instant, on maintient ça. Pourquoi ça pose un peu problème? Parce qu'on a l'impression, dans notre culture, en tout cas en Occident, que le simple fait d'être assis sur un coussin et de penser ou de ne pas penser, ça satisfait à la définition de la méditation. Et malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Et j'ai souvent, quand j'enseigne, des gens qui viennent me voir en me disant « mais je ne comprends pas, je pensais que depuis des années, je pensais que je méditais, mais en fait, je ne médite pas vraiment. » Parce que si vous me voyez comme ça, les yeux fermés sur un coussin, à rester un quart d'heure, les yeux fermés, vous vous dites certainement il est en train de méditer, mais je peux être en train de penser au ciné que je vais me faire demain, ou bien à la recette de la quiche que j'ai trouvée sur Internet, ou ça peut être plein de choses dans mon esprit, et malheureusement, ça peut ne pas être du tout que je suis en train de méditer. La méditation, d'ailleurs, elle n'est pas forcément assise. La méditation, c'est une forme de familiarisation de l'esprit avec un certain degré d'attention. Ça, c'est important. Le simple fait de réfléchir assis sur un coussin n'est pas forcément de la méditation. Et ça, c'est un point
important parce qu'il va falloir qu'on la définisse pour être sûr de la pratiquer. Alors, on se familiarise sur quoi en fait? On se familiarise sur un objet de méditation. On appelle ça un objet ou support de méditation, c'est ce sur quoi on va essayer de se focaliser. Donc on commence la pratique de la méditation sur un objet choisi. Ça peut être un objet d'abord dans la sphère sensorielle, comme le souffle. Ça peut être un objet dans la sphère mentale. Ça peut être un objet qu'on visualise, une image de Bouddha, un orbe de lumière. Ça peut être un son aussi. Ce n'est pas restreint aux visualisations d'images. Et le but étant de venir focaliser notre esprit sur cet objet et d'y rester afin de cultiver les deux ingrédients de shamatha qui sont fondamentaux, qui sont une stabilité forte, non discursive, c'est-à-dire il n'y a pas de quand on atteint shamatha, il n'y a pas de dialogue intérieur. La voix mentale se tait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser en chemin, ça c'est un point important, mais en tout cas, quand on atteint le calme mental, c'est un esprit qu'on dit qu'il est non discursif. Et la deuxième qualité de la concentration, c'est une intense clarté mentale, une intense vigueur mentale. Et c'est la conjonction de ces deux qui va créer un équilibre méditatif. Pourquoi on fait ça? On le fait parce que les choses sur lesquelles on va poser notre esprit après avoir développé un certain niveau de concentration vont être beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus transformatrices dans notre expérience. C'est tout le but de la méditation. Et je vais brièvement couvrir ce qu'on appelle les trois sagesses qui vous donnent l'impression de comment on arrive à transformer durablement une habitude. Eh bien, on le fait tout d'abord en rentrant en contact avec un champ de connaissances à travers l'étude. Ça peut être l'écoute, ça peut être recevoir des enseignements. Et ça, c'est ce qu'on appelle générer en nous la sagesse qui est née de l'écoute. Et rien qu'en écoutant, parfois, on peut avoir déjà un petit mouvement intérieur de se dire « Waouh, ah ouais, dis donc, ça c'est… » Si tant est que le maître soit suffisamment éloquent ou charismatique, ou ça peut être un documentaire, ça peut être un film. Parfois, juste en regardant les films, on sent un mouvement intérieur de « Waouh », ça peut avoir beaucoup de force. Mais dans le bouddhisme, ce n'est pas considéré comme suffisant pour vraiment venir adopter le thème qui est proposé dans cet enseignement. Si on reçoit un enseignement sur l'amour, on peut être très touché, mais maintenant il va falloir réfléchir, il va falloir utiliser nos souvenirs, pas seulement des lignes de raisonnement, pas seulement la logique, mais également des citations, des moments de notre existence, des anticipations de ce que peut être le résultat de nos actions. Et tout ça, on va venir le mettre en œuvre dans notre esprit pour industrialiser le waouh. Le premier waouh qu'on a reçu de l'écoute, maintenant on va essayer de le générer avec une forte conviction. On va réfléchir fortement sur les bienfaits de la bienveillance, par exemple, et on va générer un moment de cette bienveillance authentique. Et à ce moment-là, on n'a plus de doute. Au moins pour le moment que dure cette réflexion, on n'a plus de doute, on vient générer cet état. Waouh! On sent en nous cette émotion. Et parfois, on le fait, ça, quand on est en position assise et qu'on est sur un coussin, et on a l'impression que c'est la finalité de la méditation, de générer en nous ce petit waouh. Mais en fait, c'est à ce moment-là que devrait commencer la méditation. À ce moment-là, on devrait venir se servir de la qualité de l'attention qu'on a générée à travers la pratique de shamatha pour venir utiliser cette réflexion, mais cette fois-ci avec la qualité du calme mental, pour venir faire circuler en nous ce sens profond de la bienveillance pour qu'il demeure en nous. C'est vraiment la familiarisation avec une attention maintenue. Et ça, cette réflexion qu'on vient générer avec l'attention née de la pratique du calme mental, eh bien, c'est ce qu'on appelle la méditation de discernement ou méditation analytique.
C'est un petit peu comme si la première étape, ça consistait à, j'emploie ce terme souvent, la première étape de l'étude, c'est comme si on venait construire un cintre dans une église. Là, c'est que les mots quasiment. Et puis petit à petit, il y a le sens qui vient naître en nous, à travers la réflexion. Le sens vient naître en nous. Et puis il y a un moment où la voûte, elle va être construite en pierre autour de ces mots. Le sens va venir s'imprégner en nous de manière vivante, ce qui est beaucoup plus à même de transformer une habitude que si on a simplement une étincelle. La sagesse qui est née de la réflexion, la deuxième étape, elle est forte, mais c'est vraiment une étincelle vibrante, certes, parfois, mais qui maintenant a besoin de s'enflammer dans l'esprit, qui a besoin de prendre place pour vraiment venir transformer nos habitudes. Et ça, c'est ce que fait le pouvoir de la méditation analytique, où on vient terminer la voûte. Et une fois que la voûte, elle est construite, alors on vient enlever le cintre. On n'a plus besoin des mots. On n'a plus besoin de l'appareillage, de la réflexion, des souvenirs. On a simplement en nous l'expression de ce sens. Et c'est quand on a terminé ça qu'on entre dans ce qu'on appelle la méditation de calme mental sur la bienveillance, par exemple. Là, il n'y a plus besoin de souvenirs. On vit, on est, on demeure dans cette bienveillance. Avec cette fois-ci les qualités du calme mental qui sont la grande stabilité et la grande clarté mentale. Et ça, le pouvoir transformateur de cette pratique, il est exponentiel par rapport à simplement un petit waouh. Là, on vient vraiment prendre le temps, parce qu'on n'a plus de distraction, pour venir se laisser imprégner du sens de cette méditation, que ce soit une méditation sur l'impermanence, sur tous les sujets du Dharma. Alors ça, c'est un petit peu la structure complète de ce qu'est la méditation par rapport à la sagesse qui est née de la réflexion et la sagesse qui est née de l'étude. Maintenant, qu'est-ce que c'est que shamatha? Parce que pour rendre possible la méditation, il va falloir développer du calme mental. On commence d'abord par le souffle avant d'utiliser une forme de méditation analytique avec du raisonnement. Alors, quels sont les bienfaits déjà de la méditation de shamatha? La proposition, c'est qu'il y a des grands bienfaits à court terme, à moyen terme et à long terme. À long terme, on terminera par ça, en fait. On va commencer par le plus grand bienfait à court terme, qui est quand on génère shamatha et quand on commence à cultiver shamatha avec un peu plus d'expertise, on devient de plus en plus heureux. Et ça, je crois que Vénérable Delchen l'a partagé dans la citation de Geshe Loden. Et c'est pas juste pour hameçonner, hein, c'est pas pour faire du marketing. C'est que la pratique de shamatha, par le fait qu'elle diminue toutes les perturbations mentales dans l'esprit et qu'elle nécessite de gagner en paix et en sérénité, elle va générer son produit de bonheur qui n'est pas seulement du bonheur mental, mais c'est également du bien-être physique. Le bien-être physique, il est rendu possible parce que plus on avance dans la culture de shamatha, plus il est dit que les éléments à l'intérieur du corps s'équilibrent. C'est pour ça qu'on appelle l'absorption méditative qu'on atteint lorsqu'on arrive à la fin de la culture de shamatha, on appelle ça un équilibre méditatif. Équilibre parce que les éléments à l'intérieur du corps viennent s'équilibrer, ce qui crée un immense bien-être physique. Donc, bien-être mental, bien-être physique, ça c'est une des qualités. La deuxième qualité, c'est qu'on a l'esprit disponible, on a l'esprit sous les doigts en fait. On peut faire ce qu'on veut avec notre esprit. On n'est pas en train de traîner un gros boulet en se disant « Oh, il faut que j'essaie de générer de l'amour, mais c'est quoi déjà la définition de l'amour? Ok, puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être heureux. » On a l'impression qu'on a du mal à générer ces états. On a l'impression qu'on tire notre esprit. Ça, c'est l'effet de la léthargie qui est complètement invalidé par la pratique
du calme mental. Plus on acquiert de concentration, plus on arrive à diriger notre esprit à notre guise. Et ça, c'est déjà quelque chose qui aussi génère du bien-être, parce qu'on se sent plus prisonnier de nos répétitions, nos habitudes. On arrive vraiment à choisir ce qu'on a envie de penser et d'exprimer avec notre esprit, mais également avec notre corps et notre parole. D'avoir son esprit sur le bout des doigts. C'est vraiment cette impression-là. Plus on avance dans la culture du calme mental, plus on arrive à visualiser des images aussi, de plus en plus vives. Ça, c'est un grand, grand bienfait. Diminution importante des perturbations mentales. On ne peut pas être à la fois concentré et avoir de la colère. C'est impossible. La présence de la colère et de toutes les perturbations mentales nécessite une forme de distraction, une forme d'absence de paix de l'esprit. C'est-à-dire que plus on développe de paix de l'esprit, plus on rend difficile l'émergence de ces perturbations mentales dans l'esprit. Donc si on n'a plus de colère, imaginez, si on n'a plus de frustration, de stress, si on n'a plus d'avidité, d'insatiabilité, imaginez un peu. On peut comprendre pourquoi cet état, à mesure qu'on le travaille, développe du bonheur physique et mental. Un point important également dans les qualités de la pleine conscience, de la concentration, c'est que ce qu'on fait est lourd. Est lourd à transformer nos habitudes. Et ça, on peut le comprendre par ce que je vous ai présenté sur les 3 sagesses. Si on lit un livre et qu'il y a tout à coup un petit soubresaut de sentiments authentiques, c'est sûr que ça peut nous transformer, mais jamais aussi profondément que d'être totalement focalisé pendant des minutes, des heures parfois même, sur quelque chose, et en plus avec une qualité de concentration et une clarté, une intensité mentale qu'on ne connaît pas ou très difficilement en dehors de la culture du calme mental. Donc évidemment, ce qu'on fait, ça va résonner, ça va se déployer dans notre esprit avec beaucoup plus d'intensité. Et Atisha, un grand maître indien, dit qu'on cultive plus de force positive en une journée avec le calme mental qu'en 100 ans de la vie ordinaire. Et je ne pense pas que ce soit vraiment une hyperbole. Je pense que c'est vraiment le cas. Donc, ça c'est un quatrième des qualités. La 5e, enfin, c'est que sur la base du calme mental, on peut complètement parfaire Vipassana. Vipassana qui est la connaissance spéciale ou vision pénétrante ou vision profonde, ça dépend comment on l'a décrit. Mais à ce moment-là où on a atteint Shamatha, on peut vraiment commencer à générer cette vision supérieure. On ne pratique pas seulement Vipassana, là on commence à l'atteindre. Et là, le bienfait de ça, c'est la déconstruction de la souffrance à la racine, sachant que Shamatha peut venir abaisser le degré de manifestation des perturbations mentales, mais Vipassana va vraiment les couper à la racine. Donc, vers la fin de la souffrance, c'est ce vers quoi nous emmène Vipassana. Et en petit bonus que je laisse à votre propre curiosité, c'est que sur la base du calme mental, on peut être à même de développer ce qu'on appelle les pouvoirs supranormaux. De clairvoyance, de télépathie, je ne vais pas en parler plus que ça. Je viens de faire un enseignement en ligne là-dessus sur ce week-end, mais ça fait partie des sous-produits et ce n'est pas simplement fun, c'est parce que c'est censé augmenter la force de nos actions constructives, parce que quand on connaît l'esprit des autres, on est beaucoup plus à même de les aider. Ok. Voilà pour une courte introduction. Alors, juste avant qu'on commence un petit peu la réflexion, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on développe le calme mental? Avant qu'on entre dans les détails la semaine prochaine sur le levier de la mémoire et le levier de la vigilance que vous avez peut-être pu observer dans le livre de Geshe Loden,
comment ça marche? Eh bien, en fait, on commence exactement où on est, et c'est la beauté de cette technique. Cette technique, elle nous prend exactement où on en est. Et ça, c'est enthousiasmant, même si quand on lit le texte, on se dit « Oh là là, c'est pour quelqu'un qui reste 20 heures en absorption méditative, moi j'y arriverai jamais ». Non, 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 ça commence exactement où on est. Et quelques mots sur la technique. On l'apprend maintenant avec simplicité, on ouvre un livre et tout est là, mais il faut bien se dire qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de transformations historiques pour qu'on ait aujourd'hui un texte comme celui qui est publié par exemple par les éditions Mahayana. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Avant la Tsongkhapa au XIVe siècle, XVe siècle, il y avait très peu d'écrits sur le calme mental parce qu'on prenait pour acquis que le calme mental se transmettait de maître à disciple par une transmission orale. Il y a très peu de textes qui ont été écrits, sauf que la Tsongkhapa, même Atisha s'y est pas risqué. Atisha, très grand maître, s'est pas risqué à écrire un livre sur le calme mental. Tsongkhapa était un des premiers à venir chercher des sources dans les grands maîtres indiens, Kamalashila, Asanga, Maitreya, et dans les sutras, Buddha Shakyamuni, pour condenser une technique, je ne vais pas dire clé en main, mais c'est un peu ça quand même. Et ça n'a jamais été fait. Et pour avoir accès à cette technique, à l'époque de Lama Tsongkhapa, on devait marcher parfois des mois pour juste être en contact avec un morceau d'instruction. Et on devait aller dans un autre monastère pour être en contact avec un autre morceau de cette instruction-là. Et là, ce qu'a fait Lama Tsongkhapa, c'est proprement extraordinaire. On le réalise à mesure qu'on pratique en fait et qu'on s'intéresse un peu à l'histoire du développement de cette pratique. On connaît Lama Tsongkhapa pour sa contribution à la vacuité, même à la pratique du Vajrayana. On le connaît moins pour sa contribution majeure dans la pratique du calme mental. Et comme on a l'impression que soit on est érudit, soit on est un yogi méditant, on a l'impression que yoga est plus, Lama Tsongkhapa est plus dans la catégorie de l'érudit. Mais on ignore que Lama Tsongkhapa a atteint le calme mental assez tôt, qu'il en a fait vraiment une pratique importante, et que ce qui est condensé dans le Lamrim, c'est vraiment les points clés de comment absorber notre esprit. C'est un trésor. Moi, je pense que c'est un trésor pour l'humanité. Je pense que j'ai l'étudie depuis plus de 10 ans et je ne trouve nulle part ailleurs un tel niveau d'exigence, de qualité. Et quand on a mis en place tout cet énorme échafaudage de la pratique dans son esprit, alors je pense qu'on peut atteindre le calme mental. Et ce n'est pas un maigre accomplissement. Mais petite résistance. On a souvent une petite résistance quand il s'agit du calme mental, que j'entends souvent. On a l'impression que le calme mental, voilà, on se pose sur un coussin et on ferme les yeux et on vide l'esprit. On se vide l'esprit. Il n'y a que ça à faire. On vide l'esprit. Alors, certains pensent ça, d'autres pensent, ben non, on réfléchit. Donc, il y a deux catégories. Ceux qui pensent, on fait que réfléchir, d'autres qui pensent, oh ben non, on fait que se vider l'esprit. Et en retraite, je prends souvent deux objets pour illustrer un peu, pour illustrer ça. Je prends un grille-pain et j'ai acheté un petit hélicoptère radio-télécommandé. Et j'essaie de faire comprendre quelle est la différence entre un grille-pain et un hélicoptère radiocommandé. Alors, en fait, c'est la différence entre un objet qu'on vient actionner et un objet qu'on pilote. Un objet qu'on vient actionner, déjà, il nous emmène nulle part. Bon, on peut actionner un bouton dans un ascenseur, mais quelle est la différence entre un objet qu'on pilote et un objet qu'on actionne? Parce que ça, c'est une nuance importante dans la pratique du calme mental. Un objet qu'on pilote, il y a une adaptation constante à l'environnement. Et un objet qu'on actionne, on met la tartine dans le grille-pain, pof, bon, il y a assez peu d'adaptation. Mais pour un grille-pain normal,
Il n'y a pas qu'une seule action. Un grille-pain normal, on prend la tranche de pain, première action, on la met dans le grille-pain, deuxième action. On veille à ce que la prise soit quand même branchée. On actionne, on règle la température. Même pour faire griller un toast, il y a peut-être au moins 5 ou 6 étapes. Et quand même une certaine forme d'adaptation à l'environnement. Parce que si ça commence à faire de la fumée, il va falloir appuyer sur le bouton stop. Okay? Ça, c'est le grille-pain. Et pourtant, on traite parfois la méditation même pas comme un grille-pain. On s'assoit en méditation et on se dit « je vis de l'esprit ». Même pas 5 actions, là on n'est même pas encore le grille-pain. Le grille-pain à côté, c'est très très technique. Non, on est assis en méditation et il n'y a rien à faire. Je reste sur le souffle. Rien d'autre à faire. Donc, d'un point de vue de la psychologie bouddhiste, c'est drôle. Parce qu'en fait, quand on sait la complexité qu'a l'esprit avec ses émotions, ses changements d'humeur, tout cet écosystème de différentes fonctions qui se relaient dans l'esprit, et qu'en plus, toutes ces fonctions-là, elles sont invisibles parce qu'elles sont immatérielles, puisqu'elles sont dans l'esprit, comment on peut s'attendre à ce que la méditation, elle soit plus simple qu'un grille-pain, qu'actionner le grille-pain? Évidemment que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Évidemment que c'est quelque chose sur lequel il faut passer quelques heures. Il nous faut 5 minutes pour apprendre à actionner un grille-pain. Il nous faut peut-être 20 heures pour apprendre à conduire une voiture. Et la voiture, on la pilote combien de jours par an? Et cet esprit, combien de jours on le pilote dans notre vie? On ne peut pas faire sans. Il n'y a rien d'autre dans notre vie qui soit un objet qu'on pilote autant que notre esprit. Donc, je prends l'exemple de ce petit hélicoptère et je montre que même pour le petit hélicoptère, il y a plein de choses à faire. Il y a une adaptation. Est-ce qu'il y a suffisamment de piles? Est-ce qu'il va trop haut? Est-ce qu'il va trop bas? Est-ce qu'il fonce dans le mur? La pratique de la méditation, pour la voie spirituelle, ça nous apprend quelque chose de fondamental. C'est l'adaptation. C'est de s'adapter à nos états mentaux. C'est de prendre soin de ce qu'on ressent, de nos perturbations mentales, de notre niveau d'activité, de ce qu'on fait dans la vie, de comment est-ce que je me sens aujourd'hui, de quelles perturbations mentales traversent mon esprit. Et c'est un point fondamental pour éviter d'avoir à faire ce qu'on appelle les méditations grille-pain, où on se dit, moi je fais 1 heure tous les jours, même si ça ne se passe pas bien, il faut que je prenne le taureau par les cornes, je fais 1 heure. Et on s'assoit et pendant 55 minutes, on est complètement parti. On est complètement parti et on se réveille après 55 minutes, on se dit, oh là, c'est vrai, il fallait que je médite sur le souffle. Tiens, alors je médite sur le souffle, mais on est tellement fatigué et puis un petit peu... on perd un peu de l'enthousiasme quand c'est comme ça. Donc, quand j'introduis le grille-pain et le petit hélicoptère, c'est pour enseigner quelque chose d'important sur la pratique du calme mental dans la tradition Lama Tsongkhapa, c'est que c'est une école de pilotage. C'est une école de pilotage et ça demande de l'étude, ça me demande de connaître les leviers, les boutons intérieurs. Ça demande de répéter les instructions, de faire des tests, d'échanger pour venir doucement emmener l'esprit à un point d'équilibre. Ok ? Prenons quelques instants. Je vous invite à prendre une position confortable. Et portons simplement notre attention sur le souffle. Et imaginons qu'il n'y ait rien à faire. Imaginons qu'il n'y ait pas de bouton à actionner, qu'il n'y ait aucune forme de pilotage. Alors là, vous êtes enthousiaste, vous avez sans doute lu le livre de Geshe Loden, certains d'entre vous, donc vous avez quand même un petit peu d'élan.
vous avez pris un élan, vous avez envie peut-être, ce qui va peut-être nourrir le départ de cette observation. Mais ça peut arriver aussi qu'en répétant juste ça, en pensant qu'il n'y a rien à faire, il y a un moment, on va vite se dégoûter. Le souffle va vite nous sembler très ennuyeux en comparaison de la pizza qui nous attend dans le frigo ou de la petite tarte aux pommes qu'on va se faire ce week-end. Le souffle n'a aucune chance à côté. Hein. Il va falloir inverser cette tendance dans l'esprit pour que le souffle ait une chance. Alors observons notre esprit. Restons en contact avec le souffle. Et on voit qu'il y a plein de choses qui arrivent. C'est riche. C'est comme de faire la lumière sur un paysage dans la nuit quand on médite. On découvre toutes sortes de choses. Il y a notre esprit qui reste sur le souffle. Il y a toutes ces images qui ont tendance à venir dans l'esprit, ces commentaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Toutes ces pensées qui viennent, ces émotions même. Est-ce qu'on doit ne pas y faire attention? Si ce n'est pas du pilotage, alors je dois toujours faire qu'une chose, rester sur le souffle. Vous pouvez avoir dans l'esprit de manière récurrente le problème au travail que vous devez résoudre demain. Vous pouvez avoir quelque chose de complètement différent, vos yeux qui se ferment, votre tête qui commence à tomber. Est-ce qu'on fait la même chose quand on est excité que quand on est sur le point de s'endormir? Ou est-ce qu'on fait rien du tout? Et si je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Et si après une minute, je trouve déjà la méditation chiante, qu'est-ce que je fais? Je continue jusqu'à être complètement saturé? Imaginez une seconde entreprendre de vouloir courir un marathon avec l'équivalent de notre esprit. On sortirait dehors, on ferait 3 mètres, on s'arrêterait sur le côté de la route, on sortirait notre portable, on consulterait nos mails, on se dirait « Ah non, mais attends, François, il faut que tu cours quand même, tu t'es dit que tu allais courir. » On fait 2 mètres, on fait une petite sieste sur le bord de la route, c'est confortable, on regarde les étoiles ou le soleil, on finit par parler aux passants, une demi-heure passe, 3/4 d'heure, à 55 minutes, on se dit « Oh mais François, tu ne devais pas courir un peu, tu t'étais pas dit que tu allais courir 10 minutes ?» Est-ce que vous pensez que la fois prochaine, on aura envie de revenir sur le coussin, de continuer à courir? Pourquoi il en serait différemment pour la méditation que pour la course ou pour les choses qu'on entreprend dans la vie? Mais s'il n'y a rien à piloter, s'il faut juste actionner la durée, j'attends que la tartine soit grillée, alors je vais pouvoir rester 1 heure en méditation et complètement me dégoûter. Et je remarque tellement de personnes qui commencent la méditation et qui arrêtent.
Est-ce qu'il y a moyen de venir contrecarrer ces distractions? Est-ce qu'il faut que je m'en occupe? Est-ce qu'il y a une technique pour m'en occuper? Est-ce qu'elles sont toutes pareilles? Est-ce que je dois me forcer ou pas? Est-ce que ça doit être plaisant ou pas? Peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre. Peut-être que c'est en effet une forme de pilotage. Parce que l'ama Tsongkhapa, s'il vivait aujourd'hui, peut-être dirait-il, si vous montez dans un avion à réaction et que vous pensez que l'avion à réaction est un grille-pain, ça m'étonnerait que vous arriviez à voler. L'esprit est un avion à réaction, et je pense que c'est même bien plus que ça. Et il faut qu'on le traite en tant qu'avion à réaction, pas en tant que grille-pain. Donc dans cette première session, j'espère vous encourager à comprendre ce qui me semble être peut-être le point de départ le plus important, de se dire, voilà, c'est ça l'esprit, c'est pas un grille-pain. Et pendant ces 6 semaines, j'ai eu une opportunité rare, vraiment, de pouvoir entrer en contact avec une technique raffinée au cours des siècles, encore présente, qui nous a été transmise dans son état intact et impeccable. Et peut-être que la première chose qu'on peut faire, c'est développer cette aspiration de se dire, ok, c'est peut-être une pratique de bienveillance déjà de se dire, ok, mon esprit, va falloir que j'y investisse un peu plus que de venir abaisser le bouton du grille-pain. Et c'est une forme de grand respect pour soi de se dire, il faut que je m'adapte à ma vie, il faut que je m'adapte à ce que je ressens, il faut que je m'adapte à mes faiblesses, mes émotions. Parce que, croyez-moi, l'esprit est un, et ça c'est Sarah qui le dit, un grand maître indien, l'esprit est un vrai chameau. L'esprit c'est comme un chameau, si on veut le faire s'asseoir, il va surtout pas falloir lui tirer sur la tête. Il va falloir être gentil, il va falloir lui offrir des fruits. Il va falloir être bon, calme, patient avec l'esprit. L'esprit, c'est aussi comme un fluide non newtonien. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé de la maïzena. Quand vous mettez de la maïzena avec de l'eau, plus vous frappez fort la maïzena, plus elle résiste. Mais en fait, elle peut devenir très liquide quand on la manipule doucement. Mais dès qu'on vient la frapper, elle devient comme du béton quasiment. Et ça, je pense que l'esprit est un fluide non newtonien. Ok. Alors, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe en fait quand on développe les étapes du calme mental. Eh bien, on commence, on est distrait, mais les distractions, on va voir, il y en a plein de sortes différentes. Il y a les distractions qu'on appelle grossières, qui nous font complètement partir de l'objet, où on a l'impression de revenir en se disant « Oh, François, ah ouais, là, t'es parti combien de temps? Un quart d'heure. D'accord, ok. » Ça, c'est distraction grossière. C'est celle qu'on va traiter en premier. Mais souvent, les méditants pensent que chaque fois qu'il y a une pensée qui vient à l'esprit, ça veut dire qu'on a perdu l'objet. Et ça, si on pense ça, on va tendre l'esprit dès le départ. Parce qu'en réalité, c'est que les distractions grossières qu'on vient tout d'abord observer et contrecarrer. Ça, on le verra plus tard. Hein. Je vous donne juste
des éléments pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Donc, la première chose importante, c'est de trouver l'enthousiasme. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Deuxième chose, on a trouvé l'enthousiasme, ça a créé en nous une forme d'élan, on s'assoit sur le coussin, et là, il faut établir ce qu'on appelle la mémoire, c'est-à-dire ne plus oublier l'objet. Donc ça, c'est le premier levier de la méditation, la mémoire. Et en périphérie de ça, comme si la mémoire, c'était de regarder la route devant soi quand on conduit, la vigilance, ça va être de regarder dans les rétros. Mais on ne fait pas ça tout de suite. Quand on apprend à conduire, on ne regarde pas dans les rétros avant de s'être habitué à regarder la route. Donc la vigilance, elle va venir ensuite, et pas pour tout, en fait. Dans les étapes qui conduisent au calme mental, il y en a 9. Et les distractions grossières, elles vont disparaître au niveau 4. Et les distractions subtiles, c'est-à-dire des distractions qu'on a, où on est en train de méditer, et on a des images qui nous viennent, des pensées qui, à mesure même qu'on médite, deviennent de plus en plus claires, de plus en plus vibrantes, parfois de plus en plus bouleversantes. Ces images-là, en périphérie de l'objet, qui ne sont pas l'objet sur lequel on médite, elles disparaissent au niveau 8. Et si on espère qu'elles disparaissent au niveau 1, alors on va tendre incroyablement l'esprit pour commencer, et on va empêcher l'établissement de la pleine conscience, l'établissement de la mémoire. Donc ça, c'est un des petits tuyaux qu'on va voir. Il y en a plein comme ça, qui sont pourtant hyper importants dans la pratique et qui font une vraie différence. Parce que vous dites, ok, ben ça disparaît au niveau 8, bon, j'accepte leur présence, ils sont là jusque bien loin. Donc il y a un moment, on commence à activer la mémoire, que j'appellerais mémoire pleine conscience. C'est le terme que j'emploie, pleine conscience, mais je sais que dans le livre de Geshe Loden, il a employé mémoire. C'est la même chose. Mémoire, pleine conscience, c'est la même chose. 2 traductions différentes. Dans la mémoire, on vient se focaliser sur l'objet de méditation. La vigilance, elle va commencer à traiter, on verra comment, les distractions. Et il y a un moment, niveau 4, qui vient assez facilement quand on a cultivé les étapes une par une. Eh bien, on ne perd plus l'objet. Pendant 4-5 minutes, on ne perd plus l'objet. On demeure avec lui, même s'il y a plein de perturbations. Et puis ensuite, on va engager d'autres ressorts plus fins pour cette fois-ci venir contrecarrer la distraction un peu plus subtile, celle qui coexiste avec notre maintien sur l'objet. Et au départ, l'élan qu'on prend dans la méditation, il est produit par notre compréhension à la fois qu'on peut méditer, qu'on peut y arriver, à la fois des qualités de la concentration. Ça produit un élan jusqu'au moment 4. Mais il y a un moment, il va falloir que la joie et le bien-être soient produits à l'intérieur de la méditation. Et c'est une petite alchimie extraordinaire qui arrive à partir du niveau 5. À partir du niveau 5, on commence à observer les bienfaits de la pratique de la méditation en temps réel. C'est-à-dire que notre objet, il est maintenu par une partie de notre conscience et en périphérie, on commence à sentir les bienfaits dans le corps, dans l'esprit, on commence à observer la souplesse et ça vient nourrir le développement de plus de vigilance et c'est ce qu'on appelle l'étape de dompter l'esprit, que je préfère à la soumission parce que dompter, en fait, on vient dompter l'esprit. Quand la méditation devient plaisante, quand elle devient régénératrice, alors naturellement l'esprit, il est dompté. Il est dompté par quelque chose de positif, par quelque chose qui provient de la pratique elle-même. On sent de la joie, on sent du bien-être, ce qui vient nourrir de la concentration et encore plus de vigilance. Là, à partir de ce moment-là, la durée de la concentration devient beaucoup plus longue. Niveau 5, 6, on commence à traiter les distractions plus subtiles, le relâchement subtil, parce qu'avec la qualité des bienfaits qu'on sent en temps réel, on arrive à nourrir cette vigilance pour reconnaître les petites choses. Et donc on fait un travail de pacification au niveau 6, au niveau 7, au niveau 8. Là, au niveau 7, il commence à y avoir le pouvoir de l'effort joyeux qui se crée à l'intérieur de la méditation. C'est-à-dire qu'on a regardé les qualités en temps réel et maintenant il commence à y avoir une réaction en chaîne. On regarde les qualités de la méditation en temps réel et l'effort joyeux se produit dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'à partir du niveau 7, la durée passe
à plusieurs heures de méditation non-stop, complètement régénérante, avec le moins d'efforts possible et le plus d'enthousiasme. Et il faut faire la différence d'ailleurs entre l'enthousiasme et l'effort joyeux, on va en parler tout de suite. Niveau 8, il n'y a plus aucune forme de distraction ou d'excitation ou de relâchement. Et là, en fait, il faut juste mettre encore un peu d'effort pour simplement se nourrir, créer cette réaction en chaîne, se nourrir et venir doucement glisser vers une attention qui est sans effort. C'est le niveau 9. Et là, il n'y a plus qu'à se familiariser, attendre. Et on reçoit les signes, on ne les reçoit pas de l'extérieur, ils sont générés dans le corps et dans l'esprit, on générait la double souplesse et la double félicité. Une expérience qui n'a aucun pareil dans notre expérience sensorielle, dans notre expérience mentale, une expérience de très grande félicité. Bliss en anglais, je trouve que c'est un mot qui donne cette notion d'intensité aussi. Et là, on reçoit ces signes-là et on atteint le calme mental. Voilà ce qui se passe à peu près dans la pratique du calme mental. Pour vous dire que la pratique du calme mental, ça va être pas seulement de se focaliser, mais de développer des qualités qui dans notre vie sont essentielles. L'effort joyeux. Et l'effort joyeux, c'est pas forcé. L'effort joyeux, c'est la joie dans la vertu. Et dans le dessin que vous verrez, je ne sais plus à quelle page du livre, vous voyez des flammes le long du chemin. Et les flammes, c'est qu'au départ, oui, il faut mettre un peu d'huile de coude, mais à mesure qu'on avance, l'effort joyeux se génère. Et l'effort joyeux vient supplanter la peine. Les flammes, c'est plutôt de la peine, c'est fort, alors que l'effort joyeux qu'on génère, c'est quelque chose qui est léger, qui est fort, qui donne pas du tout l'impression que c'est une peine, parce qu'il est insatiable, dans le sens d'une qualité, on en veut plus, et c'est en ça qu'on comprend comment l'absorption méditative peut devenir une réaction en chaîne dans l'esprit. Rendu possible parce qu'on autorise aussi, et ça c'est important, la sensation plaisante. On autorise de regarder en nous la paix, et pas simplement que ce soit un sous-produit de la concentration. On se dit souvent, oui, mais la concentration, moi je ne veux pas en cultiver parce que je vais devenir trop attaché à mes sensations plaisantes. Moi j'ai envie de dire, si les gens étaient attachés dans leur vie qu'aux sensations plaisantes qu'ils ressentent à l'intérieur du corps et à la paix, qu'ils ressentent dans leur esprit, le monde serait déjà quand même beaucoup mieux. Et je pense que de toute façon, il va falloir se confronter à cette immense paix intérieure, parce que sans ça, on ne peut même pas dépasser le niveau 5. Donc il faut apporter et accepter de ressentir ces choses. Évidemment, sans que ça développe de l'excitation qui est contrecarrée au niveau 6. Ok, donc ça c'est la présentation générale que vous pouvez retrouver dans le texte de Geshe-Loden. Maintenant, le premier levier, c'est lequel? Le premier levier, c'est l'effort joyeux. On appelle ça l'enthousiasme, qui est la joie dans la vertu. Il va falloir qu'on génère ça avant même de méditer. Et c'est pour ça que dans la session que vous ferez avec Vénérable Dechen la semaine prochaine, vous allez réfléchir là-dessus, et je vous encourage pendant les 2 semaines qui séparent cette intervention de la prochaine de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour développer cette joie, pour développer cet effort joyeux. Lisez des livres sur Shamatha, méditez, mais pas trop, ne poussez pas trop parce que ça peut le détruire, l'enthousiasme. Pensez que c'est possible de générer un peu plus de concentration. Alors, l'effort joyeux, il vient contrecarrer le manque d'enthousiasme qui est le premier problème. Si je n'ai pas envie, le chameau de l'esprit ne va pas se calmer. Si je n'ai pas envie, l'hélicoptère décollera jamais. On ne peut pas commencer la méditation si on n'a pas une petite dose d'enthousiasme. Et d'enthousiasme, ce n'est pas juste d'avoir envie. Ce n'est pas juste de se dire « ouais, mais j'ai quand même acheté le livre, je vais en avoir pour mon argent ». Non, ça, ce n'est pas de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est ce sentiment joyeux de se dire à la fois que ce que je vais essayer d'accomplir possède des qualités. Non seulement ça, mais c'est que je suis capable
de les acquérir, ces qualités, mais non seulement ça, mais de se dire le calme mental est une priorité dans ma vie. Alors ça ne vient pas automatiquement. En fait, là, on est en train de comprendre que pour que ça se fasse, il va falloir désamorcer les problèmes du manque d'enthousiasme. Le manque d'enthousiasme, il est de 3 types. Le manque d'enthousiasme de se dire « Oui, Shamatha, moi je vais attendre un peu quand même. Je pense que quand je serai en retraite, j'aurai du temps. C'est super sympa, ouais, moi je pense que c'est vraiment bien, mais je le ferai en fin d'année. Là, je me suis déjà inscrit, je fais un cours de cuisine. C'est bien déjà. Ça s'appelle la procrastination. C'est le signe en nous que l'enthousiasme n'est pas vraiment là. Si on a l'impression sans arrêt ou souvent de se dire « Oui, la méditation, peut-être ce soir quand je reviens du travail ». Puis on revient du travail, on est un peu HS et on choisit le moment pour la méditation où l'esprit n'a qu'une envie, c'est de se poser dans le canapé. Et là, l'esprit pourra difficilement se focaliser si on a choisi pour lui un moment où on n'a plus envie de rien faire. Choisir un bon moment dans la journée, c'est le signe aussi qu'on commence à prioriser le fait de travailler sur le calme mental. Premier signe du manque d'enthousiasme, la procrastination. Le deuxième, c'est le découragement. C'est de se dire, moi, de toute façon, je suis distrait. Il y a des gens qui arrivent à se concentrer, moi, je suis distrait. C'est comme ça, c'est ma nature. Donc là, comment s'enthousiasmer aux qualités de la concentration quand on a l'impression qu'on est distrait, qu'on ne peut pas générer plus de concentration? Comment on fait? Et ça, c'est une vraie question. Parce que là, on peut lire les bienfaits de la concentration, on se dit oui. Les gens qui sont nés pour ça au Tibet, oui, alors je pense que ils doivent être enthousiastes à l'idée de oui, mais moi non, dans la prochaine vie, je pense. Ça, c'est un problème. Si on pense comme ça, évidemment, quand on s'assoit sur le coussin, on ne va pas s'absorber en méditation, c'est impossible. Donc là, l'antidote à ça, c'est peut-être de regarder dans notre vie, c'est peut-être faire juste preuve de souvenir, de voir les différentes variations dans votre existence. À quel moment est-ce que vous avez été plus concentré? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez pu lire un livre pendant 1 heure sans perturbation? Est-ce que vous vous souvenez avoir regardé un paysage et de vous être senti complètement en paix? Est-ce que vous avez déjà fait des voyages où vous avez l'impression de ne plus avoir de préoccupations, d'être complètement en paix? Et je pense qu'en regardant notre histoire, on peut restaurer l'impression qu'avec un certain environnement, avec une mise en œuvre de certaines mesures, on arrive à avoir plus de concentration, qu'on n'est pas intrinsèquement cet être distrait. Je pense que la distraction est le résultat d'un environnement extérieur et intérieur, mais et une manière de contrecarrer l'idée qu'on est distrait par nature, c'est de se dire « ok ». Ouais, et de vous souvenir de ces moments-là, de les rappeler à votre mémoire et de vous dire « ah ouais, il y a des moments où j'étais quand même vachement en paix quand même ». C'est vrai que ça m'a un peu quitté, c'est vrai que... Et vous aurez peut-être alors le moyen de débloquer en vous l'idée de se dire « waouh, ce serait bien que ça revienne ». Ce serait bien que ça revienne, ce serait bien que j'arrive à me concentrer un peu plus. Quand on pense qu'on est capable de faire quelque chose, alors on commence à y aspirer. L'antidote au manque d'enthousiasme, c'est la souplesse mentale. C'est de pouvoir diriger son esprit à sa guise. Mais on voit que pour ça, il y a des étapes avant. Les étapes, c'est déjà d'avoir la joie dans l'effort. Mais on va se dire, la joie dans l'effort, si je ne l'ai pas, comment je fais? Tu as la joie dans l'effort, François, tu as la joie dans l'effort. C'est la méthode Coué. Commencez la méditation comme ça, vous allez voir. Je suis joyeux, je suis très joyeux, je suis content de méditer, Ça ne va pas marcher, il faut la produire avec ses causes, l'effort joyeux. Les causes, c'est l'aspiration. Jacques Brel disait, le talent, c'est d'avoir envie. Il faut que vous ayez envie, sincèrement, de manière authentique, qu'une partie de votre esprit, de votre processeur mental soit consacrée à vous surprendre dans la journée de temps en temps, à vous dire
waouh, ce serait quand même vachement bien si j'accomplissais le niveau 4 même, si j'étais au niveau 3, si j'arrivais à observer la paix en moi. Waouh! Et de l'imaginer, c'est pas parce qu'on est dans le bouddhisme qu'il faut rien imaginer de l'avenir. Ça, c'est une vision un peu réductrice. Non, on peut imaginer comment ce serait si j'étais posé complètement en paix. Et ça, je pense que c'est une méditation que vous pourrez peut-être faire, de vous imaginer ça, de vous imaginer les étapes. Quand on a les étapes sur un texte, on se dit, bon, c'est descriptif. Non, c'est aussi l'instrument sur lequel vous pouvez réfléchir pour vous dire comment ce serait si j'avais ça. Comment ce serait si j'avais cette félicité? Comment ce serait si j'étais vraiment en paix? Et ça vient débloquer en vous l'idée que oui, c'est possible. Parce que c'est valide en regardant vos souvenirs de penser, ben oui, j'ai eu parfois beaucoup plus de concentration. Le découragement a assez peu de place dans la méditation. Et ensuite, le dernier, c'est de se dire, ok, la méditation c'est bien, mais j'ai un film à aller voir. C'est pas vraiment, oui, ça peut être une forme de procrastination, mais c'est surtout qu'on fait plein d'autres choses, qu'on s'absorbe de plein d'autres choses. Et ça, c'est un des facteurs aggravants de l'enthousiasme pour la pratique de la concentration, c'est de se dire, voilà, c'est pas trop ma priorité. Hein. Si on sent que c'est pas une priorité, alors évidemment qu'on va pas choisir le meilleur moment de la journée, évidemment qu'on va pas lui faire une place de choix, évidemment que quand on va s'asseoir sur le coussin, l'esprit va pas être très frais, évidemment que le dernier d'une, deux va être beaucoup plus captivant dans notre esprit que le souffle sur lequel on est déjà depuis 5 minutes et on a l'impression de s'entendre ronfler. Évidemment que le souffle n'a aucune chance quand il est en face de choses aussi excitantes. Donc c'est inverser le système de valeurs en se disant, voilà, ces préoccupations mondaines, est-ce qu'elles rendent vraiment heureux? Est-ce que c'est ça qui apporte le bonheur? Ou est-ce que c'est le développement de mon esprit? De trouver la paix en moi? Et quand on fait ça, alors on s'assoit sur le coussin et on a déjà produit un élan qui vient naturellement faire que l'esprit va se poser. La joie est un facteur dont on manque cruellement en Europe. Et je pense que dans les enseignements, on devrait lui consacrer une place de choix. Si on manque de joie, en général, on va bien sûr manquer d'efforts joyeux. Quand je conduis des retraites, on passe parfois une journée à essayer de faire que les individus et les retraitants restaurent une forme d'enthousiasme en eux-mêmes. Comment on fait? Il y a une pratique dans le bouddhisme qu'on appelle la remémoration de nos qualités, qui n'est pas une forme de narcissisme, mais qui est une forme de simplement savoir qu'on a fait plein de choses positives, et ça génère en nous la joie pour en faire plus. Et ça aide aussi pour la pratique du calme mental de se dire, voilà, j'ai fait toutes ces choses bénéfiques par le passé, j'ai juste à continuer, j'ai pas à me réinventer, c'est pas qu'à 43 ans, j'ai rien fait, que tout à coup je vais essayer de cultiver mon esprit. Non, j'ai déjà fait toutes ces choses. Quand on perçoit son histoire de cette manière-là, alors on vient insuffler un mouvement qui fait que lorsqu'on s'assoit, on se dit mais il y a juste à continuer en fait. La joie est une pratique importante dans le calme mental. Commencer par insuffler en nous cet élan, par l'observation des qualités du calme mental, c'est important. Et cette pratique, la remémoration, on la retrouve dans toutes les traditions bouddhistes. On le pratique beaucoup dans la tradition Theravada, et se remémorer de ses qualités, de sa générosité, c'est une des 6 remémorations. Superbe pratique, superbe, et on en manque cruellement. Donc ce qui génère l'aspiration de se dire « Waouh, ce serait bien si j'avais plus de calme mental », c'est la croyance en les qualités de la concentration, qu'on appelle parfois la foi, mais la foi peut être un peu connotée, mais en fait la foi c'est la croyance que les qualités sont un fait indéniable, quelque chose qui existe. Donc une partie de la méditation c'est aussi de se dire « Voilà, si j'avais plus de paix,
si j'avais mon esprit beaucoup plus disponible. On revoit ces 5 qualités de la concentration jusqu'au moment où on finit par générer une forme d'aspiration en se disant « Waouh !» Qu'est-ce qui est plus important que de cultiver son esprit et d'après consacrer cet espace qu'on a libéré dans notre esprit pour les autres? Comment ce serait si j'avais plus de concentration? Je vous invite à prendre une position méditation. On va faire un peu de cette observation. Tous les enseignements bouddhistes de Lama Tsongkhapa commencent, presque tous, par la motivation. Et c'est ce qu'on fait dans cette journée, de venir lancer un élan sur 6 semaines. Et j'espère pour vous de consacrer une partie de votre existence à cette technique qui est vraiment extraordinaire, transformatrice. Comment ce serait? Je vous laisse imaginer maintenant si j'avais un peu plus de paix. Et certains d'entre vous ont déjà une confiance basée sur l'expérience dans les instructions de Lama Tsongkhapa. D'autres peut-être sont beaucoup plus nouveaux et pour vous c'est peut-être beaucoup plus difficile d'avoir cette confiance dans les enseignements en vous disant ce qui est écrit sur le papier c'est vrai. Mais à mesure qu'on pratique, on vient générer cette confiance de se dire voilà, ces maîtres ont pris soin de nous en nous livrant cette incroyable technique. Et si on ne croit pas que c'est vrai, alors on peut juste se tourner en arrière, regarder dans notre passé et nous souvenir de tous les moments où on a été en paix, les faire revivre à notre esprit pour déjouer l'impression qu'on est distrait, qu'on ne peut pas contrôler notre esprit. Et c'est peut-être la mission que vous avez pendant les 2 semaines qui séparent cette session de la prochaine, de passer du temps à vous souvenir de ces moments, de revoir les étapes qui conduisent au calme mental, de vous imaginer comment ce serait si j'avais plus de concentration, et de vous préparer à observer dans votre esprit cette aspiration naissante, de vous dire « Waouh, ah ouais, c'est important, comme ce serait super si j'avais plus de concentration, de paix ». Ce qui au passage est une forme d'amour, de bienveillance, parce qu'on se souhaite le bonheur en fait.
L'amour est une aspiration dans le bouddhisme. Je vous laisse encore quelques minutes, soit pour vous remémorer des moments, d'un moment particulier peut-être, ou bien de vous dire comment ce serait si je pouvais rester 5 minutes en paix, totalement présent, sans être complètement emporté par mes pensées, par le besoin de faire autre chose, d'être ailleurs, de finir un projet, d'être vraiment là, maintenant. Quand est-ce que c'est la dernière fois que j'étais là, complètement ?
pouvoir souhaiter que le calme mental se développe dans notre esprit et que cette petite impulsion créée aujourd'hui, peut-être même pas une étincelle, peut-être un mini waouh, peut-être même pas un waouh, mais peut-être juste une petite naissance de waouh, que cela aille dans la direction de développer toutes nos qualités, notre bienveillance, notre sagesse, et pas seulement pour nous, mais que ça rentre dans la longue chaîne de causes et d'effets qui nous permettra d'atteindre l'accomplissement total de nos qualités, la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Et je vous laisse formuler cette dédicace avec vos propres mots. Et je crois qu'on va avoir un petit temps pour les questions, vénérables. Donc peut-être les gens, vous pouvez lever la main peut-être, avec le bouton réaction, si vous souhaitez poser une question à François. Une autre possibilité, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, c'est tout simplement de mettre la question dans la discussion. Ah, Daniel, je vois que tu lèves la main. Pardon, je ne savais pas que c'était moi qui... Vous avez réteint votre micro, Daniel. J'ai tendance à tutoyer les gens. Pardon. Là, j'ai dit bonsoir, merci beaucoup. J'ai pas bien compris s'il y avait une différence entre l'enthousiasme et l'effort joyeux, ou si c'est un synonyme. Alors, l'enthousiasme et l'effort joyeux sont synonymes. Par contre, il y a une différence entre l'effort joyeux et l'effort. Et nous, en fait, l'effort, dans le sanskrit, l'effort joyeux, c'est virya. Virya, ça a une notion presque un peu guerrière, un peu virile, masculine. Sauf que Shantideva et le bouddhisme l'a transformé en quelque chose de complètement différent, que je trouve beaucoup plus précieux. Il dit l'effort, c'est-à-dire en gros le courage, l'effort, c'est la joie dans la vertu, qui est une forme d'altération du mot originel, mais que je trouve beaucoup plus adapté. Plus les bodhisattvas avancent vers l'éveil, plus ils ont de joie, moins ils ont de peine. Et ça, on a l'impression que pour être méritoire dans la vie, il faille souffrir beaucoup plus que les autres. Les héros, c'est ceux qui souffrent beaucoup plus que les autres. Si on se dit, ah ouais, mais si deux personnes font le même travail et qu'il y en a une qui est en sueur, elle est au bout de sa vie, et puis l'autre, elle est dit, bah ouais, c'était vraiment plaisant, on va dire à celle qui a pensé ça, on va dire, ouais, mais tu t'es peut-être pas bien poussé, mon petit, là aussi. Hein. Et ça, c'est vraiment le signe qu'on on voue une valeur très forte dans notre société à l'effort pas joyeux. Et dans la pratique du calme mental, c'est vraiment pas le cas. On voit que les flammes diminuent et l'effort joyeux diminue. On voit que la peine diminue et l'effort joyeux augmente. Donc vraiment, l'indication, c'est comment développer en nous ce courage qui est joyeux. On est beaucoup plus courageux quand on est joyeux que quand on est fatigué et dans la peine. Alors, combien de temps de méditation nous conseillez-vous pour ces premiers jours ? Je ne sais même pas si je vous conseille de faire de la méditation. Je vous dirais, asseyez-vous, prenez du temps,
juste pour réfléchir à ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'enthousiasme. Peut-être ne sautez pas dans la méditation, faites juste de la réflexion. Essayez de vous souvenir de toutes ces qualités, vous laissez inspirer par ça, continuez vos lectures. Et dans 2 semaines, on va commencer la méditation, on va commencer à plonger dans le vif du sujet. Dans quel ordre procéder entre réfléchir au lamrim et à tous les éléments présents et le calme mental? Faut-il commencer par le calme mental et s'intéresser au lamrim ensuite? Alors, ce qui est important, c'est que il y a un ordre dans lequel ces qualités sont générées dans l'esprit. On génère d'abord ce qu'on appelle le pouvoir de l'éthique personnelle. C'est ce qui va permettre de servir de support à la concentration, qui va servir de support à la sagesse. Donc en fait, les 3 entraînements supérieurs, si vous les avez déjà entendus, de l'éthique personnelle, de la concentration et de la sagesse, sont accomplis en séquence. On accomplit d'abord l'éthique personnelle, puis la concentration, puis la sagesse. Mais dans la pratique, on les pratique ensemble. Donc évidemment que se laisser enthousiasmer par la précieuse renaissance humaine, si on est trop excité, méditer sur l'impermanence, sur la mort, tout ça c'est quelque chose de circulaire. Il ne faut pas le prendre comme juste extraire une partie et ne méditer plus que là-dessus. Parce qu'en fait, le calme mental, il va gagner énormément à ce qu'on vienne le nourrir. Cet enthousiasme, on va venir le nourrir avec plein d'autres choses. Et quand on est excité dans la méditation, parce qu'on se dit « Waouh, ça avance, je vois que mon esprit se focalise, je commence à vraiment rester longtemps », on peut calmer cette excitation par se souvenir de l'impermanence et de sujets qui ont tendance à venir un peu apaiser le feu. Je ne vois pas s'il y a des personnes autres qui ont levé la main. Il y a Camille. Camille, oui. Qui lève la main. Moi, j'avais une question concernant le calme du corps. Au début, tu as dit que du coup, ça pouvait calmer, que petit à petit, le corps allait s'apaiser, etc., les tensions. Mais du coup, quand on pratique l'effort joyeux, si on a des douleurs vraiment constantes dans le corps, qui sont peut-être justement dues aux tensions constantes, etc., qui du coup quand même sont, je ne vais pas dire qu'elles empêchent, mais elles rendent la méditation difficile. Je trouve que même quand on essaie de cultiver l'effort joyeux, comme la douleur est présente, c'est assez dur de le cultiver parce que la douleur elle est là, et du coup comment est-ce qu'on peut travailler sur ça? Alors quand il y a trop de douleur, il ne faut pas forcer non plus parce qu'évidemment que la douleur va venir affecter l'effort joyeux. Il vaut mieux méditer dans une position où on est confortable. Si on a des douleurs en étant assis, il vaut mieux se mettre en position allongée peut-être, si c'est trop difficile. Moi, je n'encourage pas du tout C'est une autre méditation d'observer la douleur, mais c'est pas la culture du calme mental n'a pas besoin qu'on se fasse mal du tout. Et en plus, on voit que plus on développe le pouvoir de la souplesse, parce que la souplesse, c'est vraiment ce qui vient contrecarrer le manque d'enthousiasme, cette souplesse, ce n'est pas seulement la souplesse de l'esprit, c'est également la souplesse physique. Et à mesure qu'elle se développe, elle peut commencer à naître dans l'esprit, dans le corps, dans les premiers placements même. On n'est pas obligé d'attendre le placement 9. Au placement 4, 5, elle peut commencer à devenir de plus en plus présente. Et cette souplesse, elle va venir altérer ce qu'on appelle les mauvais états du corps, c'est-à-dire qu'elle va venir diminuer le sentiment négatif qu'on perçoit en lien avec le corps, la douleur physique et le sommeil. Le sommeil va être pacifié au niveau 7. Au niveau 7, on ne va plus pouvoir s'endormir en méditation, ce qui est quand même une bonne chose. Et les douleurs physiques, quand on atteint la souplesse, sont plus du tout présentes. C'est pour ça qu'on peut rester des heures assis et qu'on n'a plus aucune douleur, parce que ces états qui empêchent la culture du calme mental sont apaisés graduellement en chemin vers Shamatha. Merci François. On a aussi une question de Véronique. Si elle nous demande est-ce qu'il faut avoir lu le livre de Geshe-Oden pour assister à nos Zooms. Alors ça peut servir bien sûr, hein.
Ça peut servir pour apporter un peu plus de contenu à ce que moi j'ai brièvement esquissé. Tout ce qui peut enrichir votre compréhension de cet effort joyeux, par exemple, est le bienvenu. Oui, je pense que ça peut être vraiment bénéfique. Parce qu'en plus, et ça c'est vraiment une année particulièrement positive, c'est qu'il y a des livres sur le calme mental qui sortent enfin en français après des années d'un désert assez important. Donc quand il y en a un, je pense qu'il faut sauter dessus. Hein. C'est assez rare. Alors la prochaine session de Shiné est dans 2 semaines, oui, mais il y a une pratique de méditation avec Vénérable Dechen à la même heure la semaine prochaine. Peut-on méditer en cuisinant, marchant, montant les escaliers, se brosser les cheveux? L'action du corps peut-il empêcher l'esprit de méditer? Alors pour méditer, c'est comme Coluche qui jouait du violon avec des gants de boxe. Il vaut mieux commencer sans les gants de boxe. Donc il vaut mieux commencer à méditer assis, et puis après on va pouvoir le décliner. Il y a les textes de la tradition pali qui disent que pour certaines personnes, il peut être bénéfique de méditer en marchant ou en restant debout. Si vous sentez que vous faites partie de cette catégorie, alors bien sûr, on peut aussi faire des méditations marchées. Voilà. Et de toute façon, comme on voit que la méditation, ensuite, une fois qu'on a développé une certaine attention et pas circonscrite à la posture assise, on voit qu'elle peut s'établir dans les 4 postures, qui sont en posture marchée, couchée, debout et assise. On voit que la méditation, elle pourra se faire après à tous les moments finalement. Méditation, c'est parce qu'on va conserver la qualité de cette attention et continuer à produire des choses bénéfiques dans notre esprit. Je fais les pratiques préliminaires de Nongdro chaque matin. Vaut-il mieux établir le calme mental avant ou le faire après les pratiques préliminaires? À vous de voir, essayez. Voyez ce qui fonctionne le plus. Voilà, je pense qu'on a terminé avec cette session.